Ok. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce Tools in Action. Durant cette session, nous allons vous faire une introduction à Eclipse Che et nous vous parlerons de développement dans le cloud. Donc Florent et moi-même travaillons pour CodeEnvy et nous sommes tous les deux committeurs sur le projet Eclipse Che. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de vous introduire les différentes fonctionnalités d'Eclipse Che, mais aussi de vous montrer les différents use cases où développer dans le cloud peut s'avérer être très intéressant et nous simplifier la vie en tant que développeur. Euh, donc se simplifier la vie, c'est surtout lié à la configuration d'un environnement de dev. On passe beaucoup de temps, chacun d'entre nous, à switcher de différents projets, de différentes technologies. À chaque fois qu'on doit switcher d'un projet avec un certain ensemble de technologies ou de dépendances et switcher à un autre projet, on va avoir certains problèmes avec nos dépendances. Après, on travaille en équipe, alors on a chacun différents types de styles. Mais aussi, on va devoir embarquer des nouveaux développeurs avec nous. Et souvent, c'est le moment où on se dit qu'on devrait écrire de la documentation ou faire quelques scripts. Alors, forcément, on écrit de la documentation à ce moment-là, il faut la maintenir. On va aussi avoir parfois certaines dépendances qu'on va devoir utiliser. Les dépendances vont disparaître. Bref, tout ça, c'est assez manuel. C'est source d'erreurs et en tant que développeur, on perd pas mal de temps. Pour une entreprise, ça peut représenter pas mal de jours de travail et quelques semaines. Donc finalement, on s'éloigne. Enfin, c'est assez compliqué de permettre à n'importe qui de contribuer à un projet ou de le tester. C'est-à-dire que je vais avoir un projet qui peut-être sera sur GitHub et j'ai simplement envie de le tester. Et tout ça, c'est assez compliqué aujourd'hui. Je vais devoir faire le setup sur ma machine et j'ai pas forcément envie d'installer quoi que ce soit sur ma machine pour pas casser les dépendances que j'ai pu avoir déjà installées pour mes projets. Donc finalement, on a un petit peu réfléchi à ce qui était nécessaire pour faire pour tester un projet ou pour y contribuer. Et d'un côté, on va avoir l'IDE, on va avoir besoin aussi des fichiers du projet forcément et l'ensemble des runtime. Par runtime, on entend l'ensemble des dépendances qui sont nécessaires pour faire le build de mon projet, pour lancer les tests, mais aussi pour exécuter mon projet. Et aujourd'hui, dans un workspace, on a souvent l'IDE d'un côté, on va avoir l'ensemble de nos dépendances qui seront installées sur notre machine, et notre workspace va avoir les fichiers de notre projet et différentes configurations aussi. Mais tout ça, c'est assez compliqué, et quand on doit changer de projet d'un projet à un autre projet, finalement, c'est pas isolé, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes pour le setup de notre environnement de dev. Donc, dans Che, on a redéfini le concept de workspace, et à l'intérieur d'un workspace, on va inclure à la fois un IDE, donc ce sera un browser IDE, on va avoir les fichiers de notre projet et l'ensemble des dépendances dont on a besoin pour faire le build, exécuter les tests et exécuter notre projet. On appelle ça le Workspace Runtime. Et ces Workspace Runtime sont fournis par des containers Docker, donc soit un seul container, soit plusieurs containers, et dans ce cas-là, on va utiliser Docker Compose. Donc le Workspace Runtime et ses containers Docker sont donc la base de nos workspaces. À l'intérieur de ces workspaces-là, on va monter nos projets et on va pouvoir définir un ensemble de commandes, et les commandes vont être exécutées à l'intérieur de mon workspace runtime sous la forme de process. Donc je vais avoir une commande pour faire le build de mon projet, je vais définir une autre commande pour démarrer ma base de données ou pour faire le deploy de mon project aussi.
Donc les workspaces vont fournir leur propre browser ID, donc ce qui fait que je vais pouvoir m'y connecter depuis Chrome par exemple, mais je vais aussi pouvoir y connecter un IDE classique, Eclipse ou IntelliJ, juste en me connectant à mon workspace via SSH. Et du coup, Che va faire l'orchestration et le hosting de ces différents containers et de ces différents workspaces. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc maintenant je laisse la main à Florent qui va vous faire une petite démo de l'IDE dans un premier temps. Donc, comme c'est un tools in action, l'idée c'est de voir en action. Alors, première chose, quand vous lancez Che, vous arrivez sur le dashboard. Donc Che, c'est quelque chose que vous lancez sur votre machine avec une commande Docker. Et ensuite, vous vous connectez sur le port 8080. Là, vous tombez sur le dashboard. Et dans le dashboard, en fait, vous avez la liste des workspaces. Là, par exemple, j'ai déjà un workspace qui tourne pour gagner un peu de temps pour la démo. Mais vous pouvez donc créer des workspaces. Donc, comment se passe la création d'un workspace? Vous allez choisir dans la partie runtime, par exemple, le choix que vous souhaitez. Donc, en fait, on est basé sur Docker, mais on fournit en fait un ensemble de conteneurs Docker prêts à l'emploi pour éviter que vous deviez écrire à chaque fois la recette Docker. Donc là, par exemple, si vous voulez faire du Java, vous allez avoir un conteneur Docker avec Java, le JDK, Maven, Tomcat, etc. déjà installé. Si vous êtes déjà propriétaire de conteneurs Docker, etc., vous pouvez aller ici. Ou que vous ayez déjà dockerisé vos projets. Et vous pouvez donc très bien écrire votre propre recette Docker. Et dans ce cas-là, en fait, on utilisera votre recette Docker pour le runtime du workspace. Une fois que vous avez créé le workspace, vous pouvez donc sauvegarder et le lancer. Et c'est ce qui est déjà fait. Donc là, j'ai un workspace qui a déjà été créé avec un projet de type application Java très très simple. Donc comme dans n'importe quel IDE, vous avez accès en fait à tout ce qui est complétion. Donc allez dans les fichiers, vous tapez le nom du fichier, vous pouvez donc aller dans les classes. Enfin, je ne vais pas vous faire une démo en fait de ce que peut faire un IDE, mais on peut se dire est-ce qu'on peut faire du refactoring dans mon IDE? Il n'y a pas de problème, on peut faire les mêmes choses. Voilà. Donc j'ai pas présenté aussi la vue globale de l'IDE. Donc on a le source tree là où on retrouve en fait l'ensemble des fichiers. On a donc la possibilité de créer des projets ou d'importer des nouveaux projets. Une chose différente, c'est qu'on a en fait un terminal ici sur lequel ça nous permet de se connecter sur le conteneur Docker du runtime. Et si par exemple, comme Stéphane disait tout à l'heure, on a un fichier Docker Compose pour avoir plusieurs runtime, eh ben on pourra se connecter sur chaque conteneur Docker associé à notre workspace. Donc si jamais j'ai démarré un conteneur de type MySQL, un autre conteneur avec ma base de données, un autre conteneur Java, je pourrais me connecter soit sur le conteneur MySQL, soit sur le conteneur Java. Et ensuite, on a envie de pouvoir interagir donc avec notre conteneur Docker. Et pour ça, en fait, on a des commandes. Et les commandes permettent d'interagir et définir des actions sur ce conteneur Docker. Donc si vous voulez lancer par exemple la commande mvn clean install, vous allez donc, par exemple éditer une commande. Et puis dans cette commande, vous allez dire, voilà c'est un exemple pour debug, lance mon Tomcat, copie tel war à tel endroit, etc. Donc vous pouvez du coup écrire n'importe quelle commande du moment que la stack, le runtime qui est en dessous le supporte. Donc un exemple, là c'était un build and run. Donc là ça va donc compiler l'application web. On aperçoit en dessous un preview URL. Donc cette URL, c'est l'URL qui permettra d'accéder au Tomcat qui tourne à l'intérieur de mon conteneur. De base, mon conteneur, il va tourner sur le port 8080. Par contre, comme on est dans un environnement Docker, il y a un mapping du port
à l'intérieur du conteneur Docker et le port exposé au niveau de ma VM. Et là, en fait, le preview URL, il fait tout ça pour vous. Vous avez juste à cliquer, en fait. Vous inquiétez pas, le rouge, c'est les traces classiques. Hein, voilà. Tout marche bien. Et donc là, ça nous permet donc de se connecter sur l'application en un simple clic. Mon Tomcat tourne sur le port 8080. Donc si je vais dans la définition de ma commande, ici on avait mis utilise le port 8080 et en fait ça a été remplacé automatiquement. L'idée maintenant c'est de se dire est-ce que je pourrais pas aussi faire du debug. Donc là je vais relancer en fait mon application en mode debug. Donc il y aura toujours les mêmes traces. La différence c'est qu'on écoute donc sur le port JPDA et là je vais rajouter un point d'arrêt. Et je vais rajouter la configuration de debug Java sur le port 8000. Donc le point d'arrêt il devient bleu, ça veut dire qu'on a bien reconnu. Je reviens dans le process, je clique sur le lien. Et là je vais mettre par exemple Stéphane. Okay. Ça ne me répond pas, je suis bloqué. Donc on voit en fait que je suis bloqué dans le debugger. On peut, comme dans n'importe quel debugger, visualiser les variables. Hop. Et je fais un resume. Et si je retourne voilà. Dans l'application, on a remplacé Stéphane par Devox. Donc en fait, on peut débugger facilement. Vous avez pu le voir quand je suis passé brièvement en fait, dans la partie debug. Je vais zoomer un peu. On supporte aussi le debug Node.js, PHP, Java ou GDB. Voilà. Quoi dire d'autre? Après, vous avez aussi l'intégration Git, bien entendu. Oui, si vous avez votre projet qui est déjà basé sur Git, vous avez toutes les actions. Vous pouvez aussi le faire en ligne de commande. Voilà. Donc je vous ai montré, première partie c'était le terminal, qu'on peut se connecter sur n'importe quel conteneur Docker et effectuer toutes les actions que l'on souhaite. On a la partie éditeur qui permet donc d'éditer le code et d'avoir toute la complétion de code. Le Java IntelliSense, donc là c'était un projet Java, on supporte d'autres technologies que Java, je vais les montrer dans les slides d'après. Le jeu de commande qui vous permet d'interagir avec le conteneur Docker ou les conteneurs Docker, et la possibilité de debug à l'intérieur de votre IDE. On a tout un tas de plugins qui sont réalisés pour pas mal de frameworks et d'outils de build et d'outils. Je vais vous parler en détail maintenant de Language Server Protocol. Donc là, par exemple, pour Java, en fait, on a tout ce qui est code complétion qui marche bien. Language Server Protocol, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui connaissent ou pas. Non, bon, un petit peu. Donc c'est quelque chose qui a été initié par Microsoft et qui permet en fait de rendre de façon uniforme la complétion d'un langage. Donc plutôt que chaque IDE, par exemple, développe de son côté toutes les fonctions de complétion, code complétion, quick fix, etc. En fait, quelqu'un développe le Language Server Protocol et chaque IDE va venir se brancher sur ce Language Server Protocol et donc offrira le support du langage. Donc on a tout un tas de Language Server Protocol qui ont été développés, donc pour PHP, C#, C++, etc. Donc une fois que vous avez à l'IDE comme Eclipse Che ou Eclipse IDE ou VS Code qui supporte LSP, il suffit en fait que quelqu'un développe un Language Server Protocol, vous rajoutez ce Language Server Protocol et vous bénéficiez de tout ce qui est code complétion et IntelliSense sur ce langage. Je vais rendre la main à Stéphane qui va vous parler donc de différentes parties de Universal Workspace. Donc du coup, la première partie nous servait à vous montrer qu'on avait un workspace à l'intérieur desquels on inclut les runtimes.
Ces workspaces-là sont collaboratifs, ils sont programmables, versionnables, c'est-à-dire qu'on va garder la configuration du workspace, on peut l'associer avec la configuration des projets qui sont à l'intérieur du workspace. Et puis, forcément, le Tché est extensible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y plugger différents types de plugins, différents types de project type également. Mais une fois qu'on a ce type de workspace qui sont à notre portée, finalement, ce qu'on a envie, c'est de rendre ces workspaces facilement reproductibles et portables. Et pour ça, on a quelques fonctionnalités au sein de Tché qui permettent de fournir des workspaces en quelques secondes. Et l'une d'entre elles s'appelle Tchedir. En fait, c'est un flow qui part d'un Tché file. Si vous êtes familier avec Vagrant, c'est assez proche de Vagrant. Donc on a un Tché-file dans lequel on va avoir l'ensemble des instructions qui vont nous permettre de configurer le browser ID, le runtime, donc les containers Docker dont on va avoir besoin dans notre workspace, et les sources du projet. Donc ça marche assez simplement. On fait un git clone de notre repo. Dans ce repo-là, on va avoir le Tché-file, et on va faire un docker run eclipse tché dir up. Ça va nous installer Tché si jamais on ne l'avait pas. Et on va booter le workspace. Le workspace, il sera accessible en local sur le port 8080, parce que c'est là où on démarre Tché quand vous le démarrez en local. Et on va monter les sources de votre clone local à l'intérieur de ce workspace. Donc si vous faites des modifications à l'intérieur du workspace, vous retrouverez vos modifications sur votre dossier, là où vous avez fait votre clone. Et de la même façon, si vous utilisez un autre outil, vous verrez les modifications à l'intérieur de Tché également. Donc là, Florent est en train de faire le clone d'un repo. Dans le repo, j'ai un Tché file et il va démarrer la commande docker run eclipse tché dir up. Donc pendant que c'est en train de démarrer, on peut vous montrer le repository. C'est toujours la même application, sauf que en fait on a un fichier tché-file qui décrit à l'intérieur les commandes à exécuter et la stack, le conteneur Docker à utiliser. Donc comme disait Stéphane, au tout début en fait on récupère toutes les images Docker, on démarre Tché. Une fois que Tché est démarré, ça va donc créer le workspace, importer le projet, créer les commandes et après nous afficher une URL. L'URL qui sera affichée nous permettra donc de se connecter depuis notre navigateur. Et une fois qu'on sera donc dans le navigateur, et on pourra interagir avec le projet qui se trouve sur notre disque dur. Donc typiquement, j'ai mon projet qui est sur GitHub. J'ai envie de les fournir un workspace prêt pour n'importe qui, pour pouvoir tester mon projet ou pour pouvoir contribuer sur le projet. Et ben, je vais lui fournir le Tché file. La personne va juste avoir à faire un git clone, Tché dir up, et le workspace sera instancié à la demande. Donc Il faut aussi avoir Docker d'installer sur sa machine. Oui, c'est le seul prérequis. Donc là, en fait, je copie l'URL. Je vais dans mon navigateur, je colle l'URL. Et là, je tombe donc tout de suite en fait sur mon projet, donc qui est importé. J'ai mes commandes qui sont là, je peux les lancer, ces commandes. Et si jamais je fais mon fichier README là, si je modifie mon fichier ici, si je retourne sur mon en fait, on voit que c'est synchronisé dans les deux sens. Donc si jamais j'ai fini d'éditer mon projet avec mon IDE à la demande, j'ai fait toutes mes modifs, j'ai pu tester l'application, je peux donc faire un tché-dir done ou tché-dir destroy. Tout mon environnement sera détruit et mon code source sera bien présent sur mon disque dur. Voilà. Donc du coup, le tché-dir,
c'est donc un flow qui démarre d'un Shapefile. La syntaxe, elle est assez simple, elle est en TypeScript. Du coup, on va avoir 3 principales parties. Dans la première, on va définir la configuration du workspace. Donc on va donner un nom au workspace. On va aussi définir la quantité de RAM dont on a besoin pour ce workspace. Et ensuite, on va définir le runtime. Donc là, en l'occurrence, c'est juste une image avec le JDK. Mais on pourrait aussi très bien fournir ici le contenu d'un Dockerfile ou d'un Composefile si on le souhaitait. Et après, on va définir le jeu de commandes qu'on va fournir aux développeurs dans le workspace. Donc ça, c'est une première approche, mais finalement, on se dit que quand on en arrive à avoir la possibilité de générer ce workspace, on a envie de fournir ce workspace à la demande et accessible simplement derrière une URL. Il faudrait que ce soit aussi simple que de cliquer sur une petite image, ce que je vais faire ici, et du coup de pouvoir générer ce workspace, l'instancier, sans avoir à installer quoi que ce soit sur ma machine. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un git clone sur ma machine, j'ai installé Docker, j'ai aussi téléchargé des images, et même si c'est isolé, j'ai envie de l'avoir à distance sans consommer les ressources que je peux avoir sur ma machine. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a la fonctionnalité de factory. Et derrière cette factory, c'est le même principe qu'avec le Shapefile. On se retrouve avec l'ensemble des instructions qui nous permettent de réinstancier le workspace à la demande. Donc là, on se retrouve sur un Che qui tourne en remote. J'ai juste eu besoin de cliquer sur mon bouton et derrière il a su me recréer mon workspace et pareil je me retrouve avec mon jeu de commandes, j'ai l'ensemble des fonctionnalités dont j'ai besoin pour pouvoir tester mon projet, quoi. Et je vais pouvoir exécuter sans avoir installé quoi que ce soit sur ma machine. C'est pas ça. C'est pas. Donc cette fonctionnalité de Factory est fournie dans Che. Donc forcément votre Che, il faut qu'il tourne en remote, donc sur un serveur distant. C'est aussi inclus dans Che sur OpenShift et l'équipe Red Hat contribue pas mal à Eclipse Che pour faire tourner Che sur OpenShift et aussi utiliser les containers OpenShift. Et ça marche aussi avec CodeEnvy, qui est une version hosted de Che qui va rajouter le user management, la scalabilité, la sécurité également. Et finalement, une fois qu'on en revient un petit peu à notre use case initial qui était je passe pas mal de temps à configurer mon environnement de développement. Finalement, il y a beaucoup de projets open source qu'on voit ou de repositories sur GitHub. On se dit tiens, j'aimerais bien le tester, je le teste pas, je le star et puis je me dis je vais le tester à un moment ou à un autre, mais finalement j'ai pas le temps. Donc ça reste là. Là, en fait, vous pouvez badger votre repository et fournir à l'ensemble de vos contributeurs ou des personnes qui arrivent sur votre repository un environnement dans lequel ils vont pouvoir tester votre projet sans avoir à faire quoi que ce soit. Ils vont se retrouver dans un environnement qui sera totalement isolé. Donc une fois qu'on a ce mécanisme de génération d'un workspace à la demande juste derrière une URL, finalement ça change un petit peu le paradigme. C'est-à-dire que autant aujourd'hui on a notre workspace et on se dit je tiens absolument à le protéger et à faire en sorte qu'il ne soit pas perturbé par des dépendances ou d'autres projets sur lesquels je peux travailler en parallèle. Et là on va finalement se dire finalement mon workspace je peux l'avoir je peux l'instancier juste quand j'en ai besoin. Donc j'ai une tâche
eh ben, j'ai une tâche sur Jira par exemple. Je vais pouvoir générer mon workspace pour travailler. Et puis je vais pouvoir aussi générer un workspace que je vais pouvoir donner à l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille sur cette tâche-là. Donc ça peut être celui qui écrit de la documentation, ça peut être celui qui écrit les tests. Donc ils vont pouvoir aussi avoir un workspace et pouvoir faire une review du code avant même que ça a été pushé et intégré et mergé sur la branche master, par exemple. Donc il y a tout un tas de use cases qui sont intéressants et effectivement, cette capacité à recréer le workspace à la demande me permet aussi de revenir en arrière sur une configuration de mon projet qui serait antérieure. C'est-à-dire que si je maintiens plusieurs versions de mon projet avec des dépendances qui sont différentes, je vais pouvoir revenir en arrière et avoir un environnement qui sera isolé sans interférer avec mon workspace courant, par exemple. On va aussi pouvoir faire une intégration avec Jenkins. Donc à chaque fois qu'on va avoir une failure sur Jenkins, on va fournir une factory. Puis dans cette factory-là, comme on sait à peu près où l'erreur a eu lieu, on va définir dans la factory les fichiers qu'il faut ouvrir pour aller fixer l'erreur à la source. Voilà. Si vous voulez, en découvrir plus sur Eclipse Che, vous avez les sources qui sont sur GitHub. C'est un projet sous la fondation Eclipse. On a une mailing list également. On a un IRC aussi. Puis forcément, il y a un site web, eclipse.org/che. Il y a tout un tas de documentation pour démarrer avec Che. Il y a de la documentation pour étendre et écrire des plugins également et contribuer au projet.